Ici Francis Parquin et bienvenue au Balado Boxe Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Arthur Beterbiev devient champion unifié. Est-ce le moment de la consécration pour Régis Prograis? Et une première ceinture à la portée de Shakur Stevenson. Et c'est avec bonheur que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, vendredi, on attendait ce moment. Ça faisait très longtemps que nous l'attendions. Arthur Beterbiev qui affrontait Alexander Gvozdyk dans un combat d'unification des poids mi-lourds. Enfin, Arthur Beterbiev avait sa chance de mettre la main sur une deuxième ceinture et il a réussi l'exploit. Une superbe victoire par arrêt de l'arbitre au 10e round. Envoie son adversaire au tapis 3 fois, même 4 fois, si on compte comme il faut au 10e round. Une performance grandiose au meilleur des moments. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. Ça a été une performance, comme tu l'as dit, impeccable de la part de Beterbiev. Ça correspond un petit peu à ce qu'on anticipait, le style de combat qu'on a vu avec Gvozdyk qui se déplaçait, qui essayait de le garder à distance, et Beterbiev qui avançait, qui mettait énormément de pression et qui a fait parler sa puissance. J'ai beaucoup aimé les ajustements qu'il a pu faire dans le combat. On a pu voir au début, le combat était très équilibré dans les 4 premiers rounds. J'avais 2-2 après 4 rounds. Le premier, le quatrième à Gvozdyk, le 2, 3e à Beterbiev. Mais j'ai trouvé qu'à partir de ce moment-là, Beterbiev a fait un bel ajustement, c'est qu'il est descendu au corps. Il a vu que Gvozdyk se déplaçait bien et il s'est dit, pour pouvoir limiter ses déplacements, il faut descendre au corps, lui faire mal au corps et ça va pousser Gvozdyk à être une cible un peu plus statique. C'est ce qui s'est passé. Et c'est à partir de ce 5e round où il a commencé à envoyer cette droite, ce direct de la droite, que ce soit au plexus solaire ou sur le flanc. Et ça a fait très très mal à Gvozdyk. On a pu voir que ça l'a... Souvent, il pliait en deux, ça lui a fait vraiment mal et on a pu voir aussi la différence dans l'impact des coups. Gvozdyk a touché la cible régulièrement, mais ses coups, Beterbiev avait l'air de passer à travers, ça n'avait pas l'air de le déranger tant que ça, alors que chacun des coups que Beterbiev atteignait sur Gvozdyk, ça déplaçait Gvozdyk, ça le bougeait, ça avait un impact terrible sur l'Ukrainien. Et c'est cette pression et cette puissance qui a fini par avoir le dessus sur Gvozdyk. Il était au bout du rouleau à la fin de ce 10e round. Et c'est vraiment ce travail au corps, couplé à la pression et à tout ce travail à l'intérieur. Il est très très physique, Beterbiev. Quand il est à l'intérieur, il accroche, il bouscule. Il pèse des fois quand Gvozdyk se penchait, il pèse, il appuie sur la tête. Tout ça, ça fatigue énormément un boxeur, surtout quand c'est un boxeur qui se déplace beaucoup. Ça demande de l'énergie de se déplacer, ça demande plus d'énergie que d'avancer en coupant le ring. Et à la fin, il n'en avait plus d'énergie Gvozdyk et c'est pour ça qu'il a fini par mettre un genou au sol et c'était juste un trop-plein pour lui, il ne pouvait plus continuer. On a vu vraiment une performance axée, comme tu l'as mentionné, si bien sur la puissance, couplée aussi à un plan de match. Souvent, par le passé, on a énormément critiqué Marc Ramsey. On disait que ses interventions dans le coin n'étaient pas justes. Je ne parle pas de nous, parce qu'on a toujours souligné son travail, mais je me souviens dans les belles années de Jean-Pascal, on trouvait certaines personnes trouvaient qu'il n'était pas assez proactif, mais là, on a vu vraiment... des changements, des ajustements pendant ce combat-là qui ont fait, somme toute, la différence. Là. Oui, et encore une fois, il faut saluer le travail de Marc Ramsey. S'il était américain, je pense qu'il serait considéré comme un... Il aurait plus de reconnaissance, c'est ça. Il aurait plus de reconnaissance, mais bon, je pense que ça va finir par arriver, mais ça prend un petit peu plus de temps pour qu'il soit reconnu au sud de la frontière. Mais oui, un travail d'entraîneur dans un coin, il faut que tu connaisses aussi ton boxeur. Tu peux voir la différence quand il s'occupe des Colombiens, que ce soit Oscar Rivas ou Eleider Alvarez. Il est un peu plus émotif parce qu'il sait que ces boxeurs vont répondre à ce genre de discours, alors qu'avec Beterbiev, c'est pas un gars qui laisse ses émotions prendre le dessus, c'est un gars qui est très carré, très cartésien. Donc son discours est adapté à son boxeur. Il est pas dans les émotions comme il peut être avec Alvarez ou avec Rivas. Il est plus dans la réflexion et c'est des instructions très claires. Et il sait que Beterbiev, lui, réfléchit très bien et il va appliquer ses instructions. Il a bien fait, il lui a demandé souvent au début du combat, comme Gvozdyk se déplaçait loin de la main droite, il allait vers sa droite, Gvozdyk donc vers la gauche de Beterbiev, et il lui demandait d'appliquer ce crochet pour l'empêcher d'aller de ce côté-là et de rester du côté de sa droite. C'est ce qu'a bien fait Beterbiev. C'est pas le coup qu'il préfère, ce crochet gauche, mais comme il frappe fort des deux mains, et ça empêche Gvozdyk de se déplacer loin de cette main droite et finalement il a fini par le faire payer au début au corps et il est remonté après à la tête avec cette droite. Tu évoquais un peu plus tôt, Beterbiev a quand même été touché
assez souvent par Gvozdyk. Est-ce que c'est davantage des carences? On note ne bouge pas beaucoup la tête, comme on peut voir certains boxeurs, là, notamment Floyd Mayweather, ou c'était vraiment parce qu'il ne respectait pas la force de frappe de Gvozdyk? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ouais, un petit peu des deux, parce que c'est pas sa boxe à Beterbiev d'être défensif. Il n'a pas énormément de mouvements du buste, même s'il il en a, mais tout est basé vers l'attaque, si tu veux. C'est pas des mouvements pour forcément esquiver les coups, c'est beaucoup des mouvements de feinte. On l'a vu souvent, il se penche vers sa gauche et il envoie sa droite. C'est des mouvements qui sont dirigés vers l'attaque, ces mouvements de tête et ces mouvements de buste. Il s'est fait atteindre souvent parce qu'en face, il y avait un champion invaincu. Gvozdyk, la précision des coups, c'est un de ses gros points forts. Même qu'à un certain moment, on a eu peut-être l'occasion de rejouer un peu dans ce qu'on avait vu contre Stevenson, c'est-à-dire capable un peu endurer la pression, les coups, et à la mi-combat, on a cru pendant un instant, une fraction de seconde, que ça aurait pu basculer, mais bon, Beterbiev a rapidement repris l'ascendant. C'est loin d'être un mauvais boxeur, Alexander Gvozdyk. Et contrairement à Stevenson, Beterbiev a très très bien travaillé au corps, ce qu'avait moins fait Stevenson, et c'est pour ça qu'à la fin du combat, Gvozdyk était plus capable de tenir ce rythme-là. Mais Gvozdyk est très précis, c'est pour ça aussi qu'il a atteint la cible. C'est aussi parce que Beterbiev devait composer avec un boxeur plus grand, avec une plus grande allonge, donc il se devait de réduire la distance, et quand tu réduis la distance, ben souvent l'adversaire te fait payer. C'est à toi de lui faire payer un plus gros prix quand tu es à l'intérieur, quand tu es en combat rapproché. C'est ce qu'a très très bien fait Beterbiev, parce que quand il était au corps à corps, c'est là que Gvozdyk est beaucoup moins à l'aise dans le combat rapproché, et c'est là que Beterbiev a pu faire parler sa puissance. Pas juste sa puissance de frappe, mais sa force physique. Dans tous les accrochages, dès qu'il y avait un corps à corps, on a vu les coudes. Il n'était pas toujours très legit, mais il est rough à l'intérieur, Beterbiev. Ça va fatiguer n'importe qui. Les commentateurs en anglais disaient bruising, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais c'est exactement ça. C'est qu'il te fait mal à l'intérieur, pas juste avec les coups de poing, mais il t'épuise, il pèse. Et c'est ça qui finit par fatiguer les boxeurs en face, qui finalement, au bout du 10e round, Gvozdyk n'avait plus rien dans le réservoir. C'est une accumulation qui a fini par... C'était pas un seul coup qui a fait craquer Gvozdyk, mais il a plié, puis il a fini par craquer. Tu m'ouvres la porte pour amener à parler du travail de l'arbitre Gary Rosato. À un certain moment, j'ai eu l'impression on avait deux très bons boxeurs de haut niveau qui feraient de la grosse boxe intelligente, stratégique, physique. On avait plusieurs aspects. J'avais l'impression que Rosato, notamment, laissait pas Beterbiev travailler à l'intérieur. Et quelques instants après, j'ai vu un tweet de Julian J. Rock Williams qui disait justement, c'est le plan de match de Beterbiev un peu d'être à l'intérieur. Laissez-le travailler. Il ne faut pas essayer de l'interrompre à tout bout de champ. Ça a été une soirée là, très, très difficile pour cet arbitre-là, qui était le même qu'officier pendant le combat entre Jean-Pascal et Marcus Brown. On a vu, tu parlais des coups au corps à un certain moment. Il a atteint Gvozdyk qui a reculé, et là, tu te demandes, bon, est-ce que c'était véritablement un coup en bas de la ceinture? Et c'était même pas proche. On voyait l'écart entre le gant et la ceinture. C'était bien fait. C'était un coup précis, et Beterbiev un peu savait pas trop comment réagir. Il aurait même pu le finir à ce moment-là. Parce que c'est le travail au corps qui a fini par faire craquer Gvozdyk, et là c'était un jab. Mais son jab est tellement lourd, c'était quasiment un direct du gauche en position de gaucher, mais ce jab-là a fait mal, c'était en tout début de 9e round, a fait très mal à Gvozdyk, qui a pris, en fait, il a pris un temps mort, puis l'arbitre l'a laissé faire. Il a arrêté Beterbiev. Comme en même temps simuler un genre de blessure à une main, à la main droite. Oui, il a bien vendu sa salade, mais bon, Rosato, depuis le début, dès le premier round, il a commencé... pour la petite histoire, avait dit qu'il y avait une chute au plancher. Finalement, la commission athlétique avait la possibilité de renverser la décision. C'est ce qu'elle a fait. Et là, à partir de ce moment-là, il était comme sur le gros nerf, ne voulait pas prendre de mauvaises décisions. D'ailleurs, c'est au début du 10e, il y a une chute qui a été comptée comme... comme une glissade, alors que ça aurait pu être... Pourtant, bel et bien, un chute au plancher. Ça aurait dû être un compte, mais bon, ça n'a pas trop dérangé Beterbiev parce qu'il a envoyé 3 fois supplémentaire au tapis après, mais ça a très mal commencé dès la fin de ce premier round. C'était clairement pas un knockdown, ça se voyait à vitesse réelle. On voit quand on regarde la vidéo les gens qui sont en arrière au premier rang qui se lèvent en disant mais qu'est-ce que tu fais? Ça peut pas être une chute au plancher, tu peux pas le compter pour ça. Il n'y a pas de coups qui ont atteint la cible. C'était clairement
Beterbiev qui avait poussé Gvozdyk, et à partir de ce moment-là, je pense que ça l'a complètement décontenancé. Il n'a plus été capable de bien arbitrer pendant tout le reste du combat, et j'aime pas cette manière de ne pas laisser les gens travailler à l'intérieur, de ne pas laisser les boxeurs travailler quand ils sont au corps à corps. C'est ce qu'on disait dans le combat entre Sean Porter et Errol Spence. Si on a eu un aussi bon combat, c'est parce que l'arbitre a autorisé Porter à travailler à l'intérieur. Même quand il y a des petits accrochages, quand il y a un bras qui est accroché et un bras de libre, tu frappes avec la main qui est libre, et ben l'arbitre doit laisser ce genre de combat-là continuer. Tu peux pas juste, quand un boxeur arrive vers toi, l'accrocher et puis on se resépare et on est à distance à nouveau. Faut laisser les boxeurs travailler à l'intérieur, surtout quand c'est le plan de match d'un des deux boxeurs, quand c'est le pain et le beurre d'un des deux boxeurs. Tu peux pas lui enlever ça et l'empêcher de boxer à sa manière. Je trouve qu'il a fait un assez mauvais travail. C'était pas une belle soirée pour lui, mais bon, Beterbiev, il s'en fout, il a gagné. Ça lui a pas empêché de faire mal à Gvozdyk en bout de ligne, mais ça aurait pu avoir un impact sur le résultat final si on était allé à la carte des juges, parce que c'est l'histoire de... Il y a deux juges qui avaient Gvozdyk en avance au moment de l'interruption du combat. Une carte de 87-84 et une autre de 85-86. À l'opposé, l'autre juge avait Beterbiev gagnant 87-83. Et en même temps, on a beaucoup critiqué ce que les juges ont noté pour les rounds. En même temps, je voyais des journalistes américains, notamment Steve Kim, qui avait Gvozdyk en avance 59-55 après 6 rounds. Et là, j'ai commencé à me dire, oups, est-ce que c'est une tendance qui est forcément inquiétante? Oui, c'était ce genre de combat, parce que c'était un combat très avec une opposition de style, où on a un boxeur qui avance, qui met de la pression, et un autre boxeur qui essaye de rester à distance, qui se déplace, qui essaye de ne pas se faire coincer dans un des coins du ring. Et c'est une question de goût, encore une fois. C'est souvent le cas quand c'est une opposition de style comme ça. Qu'est-ce que le juge préfère? Est-ce qu'il préfère un boxeur un peu plus scientifique? Est-ce qu'il préfère la précision d'un Gvozdyk ou la puissance d'un Beterbiev? C'est ça. Parce que c'est une question très, très subjective. C'est un coup de puissance de Beterbiev, ça vaut combien de jabs de Gvozdyk? Ça va dépendre du juge qui va répondre à cette question-là. Et c'est ce genre de combat, ça ne m'étonne pas d'avoir des cartes qui vont dans tous les sens, parce que les rounds étaient quand même très serrés pour la plupart. Mais à partir du 8e, Beterbiev a pris le dessus complètement, et c'est là qu'on a vu le langage corporel de Gvozdyk qui commençait à être très négatif. Il semblait fatigué, les coups semblaient lui faire de plus en plus mal, il les prenait de moins en moins bien, il se déplaçait moins parce qu'il était trop fatigué, et vraiment à l'œil nu, on voyait que Beterbiev prenait l'ascendant, et il y avait des bonnes chances que ça n'arrive pas à la fin du 12e round. Maintenant, ça m'amène à te poser la question. Il y a certaines publications qui ont fait une mise à jour de leur classement des meilleurs boxeurs, livre pour livre. CBS Sports et The Ring, eux, n'ont pas hésité. Beterbiev fait son entrée dans les classements en 9e position. Ouais. Est-ce qu'il mérite de faire partie de ce classement après cette victoire contre Gvozdyk? Un champion unifié, invaincu, 100% de KO. Je pense que ça parle tout seul. Je pense que oui, il mérite, parce que tous les adversaires qu'il a affrontés, il est passé à travers complètement. Il leur a tous passé le KO. S'il n'a pas de plus gros adversaires à sa fiche, c'est parce qu'il a été évité pendant longtemps. Il a eu aussi, on sait, des problèmes contractuels. Voilà, exactement, qui lui ont empêché de monter dans le ring pendant quoi, 1 an et demi à peu près, environ, à peu près. Pendant un petit moment, donc ça l'a un peu ralenti. Mais d'avoir un champion qui est le champion linéaire, Gvozdyk, parce qu'il avait pris le titre à Stevenson, c'est un titre honorifique, si on veut. Oui. Exactement, c'est l'homme qui a battu l'homme qui a battu l'homme. Et maintenant, l'homme qui a battu l'homme, c'est Beterbiev. Et c'est pour ça qu'il fait son entrée dans certains des classements de top 10, livre pour livre. Et à mon avis, c'est mérité, parce que de par la manière dont il bat ses adversaires, c'est pas une victoire par décision partagée, là. Il a passé le KO à un boxeur invaincu qui en avait vu d'autres avant lui. C'est toute une performance de la part de Beterbiev, et il est dominant. C'est tout à fait mérité à mon avis. Il a 2 ceintures. Il veut aller en chercher au moins une 3e. On va voir où ça va aller pour son prochain combat. Ça risque d'être une défense obligatoire contre Fan Langmeng, le chinois.
Qui n'est pas battu d'avance. Marc Ramsey a dit que c'est un Olympien, c'est un boxeur aussi d'une certaine manière qui a été évité depuis le début de son parcours. Donc, attention, ça risque d'être pas mal plus compliqué que prévu. Oui, ça va. Il est moins bon que Gvozdyk, mais il ne faut pas le prendre de haut et arriver en pensant que c'est gagné d'avance. Ça se pourrait que ce combat-là soit présenté en Chine d'ailleurs. On parle déjà il y a déjà eu des négociations avec Top Rank et il y a des bonnes chances que ce combat-là se tienne en Chine. Parce que un marché qui est extrêmement lucratif pour le sport professionnel. Là, le basketball a un petit peu de problème ces temps-ci. La boxe est moins dans ce genre de controverse. D'autres controverses, mais pas celle-là. Au moment présent, c'est Bivol qui est champion WBA. Kovalev, champion WBO, va mettre sa ceinture en jeu contre Canelo Alvarez le 2 novembre. Est-ce que tu classes Beterbiev loin en avant de ces deux autres boxeurs russes? Parce que avant le combat contre Gvozdyk, on disait qu'il était peut-être légèrement derrière. À cause des adversaires qu'il avait eu jusqu'à maintenant, même s'il les avait battus, ce n'étaient pas les plus gros noms. Là, avec Gvozdyk, à mon avis, c'est lui le meilleur de la catégorie. C'est lui qui doit être considéré numéro 1. Il a 2 ceintures, les autres n'en ont qu'une seule. C'est pas comme ça que ça marche, mais c'est une indication quand même de la qualité de boxeur qu'est Beterbiev. Et à mon avis, doit être considéré comme le meilleur boxeur de la catégorie. Je pense qu'il battrait et Bivol et Kovalev. Kovalev, c'est pas certain qu'il garde sa ceinture, c'est pas fait d'avance ce round-là contre Canelo. Est-ce qu'il peut rivaliser physiquement avec un boxeur de la trempe de Beterbiev? Parce qu'on sait, il y a davantage peut-être le physique d'un super moyen. Oui, exactement. C'est ça, à mon avis, le gros problème pour Bivol. Ça serait le profil de boxeur qui dérangerait le plus Beterbiev, à mon avis, parce que c'est un gars qui a une excellente défense, qui est capable de te tenir à distance avec son jab, C'est pas les mêmes mouvements que Gvozdyk, c'est plus du in and out. Il va t'attaquer avec un 1-2, reculer hors de ta portée. Et il a des très bons mouvements de tête, Bivol. Mais par contre, physiquement, je pense que si Gvozdyk a craqué contre Beterbiev, je pense que Bivol aussi craquerait parce que il n'a pas la carrure d'un gros 175. Physiquement, on voit la différence. Il est un peu plus grand que Beterbiev, mais beaucoup plus fin, plus longiligne. Et je ne suis pas sûr, surtout si Beterbiev travaille au corps comme il l'a fait contre Gvozdyk. Je ne pense pas que Bivol tienne la distance. Mais en termes de profil, c'est peut-être le type de boxeur qui a les qualités pour déranger le plus Beterbiev. Je ne pense pas qu'il le battrait, mais c'est celui qui lui poserait, à mon avis, le plus de problèmes. De l'autre côté, Kovalev, je pense que Beterbiev passerait à travers. Kovalev n'est plus ce qu'il était, il vieillit. Mais il est usé par notamment ces deux guerres là, contre André Ward. Et en termes de style, il jouerait directement dans la cour de Beterbiev. Donc je pense que le nouveau champion unifié ajouterait une 3e ceinture s'il se battait contre Kovalev. Mais ça se peut que Kovalev n'ait plus sa ceinture à ce moment-là. Et si c'est Canelo qui a la ceinture, qui récupère la ceinture de Kovalev, je ne pense pas qu'il va la défendre. Et s'il la défend, ça ne sera certainement pas contre Beterbiev. Je pense qu'il veut faire Canelo comme à 168, quand il a battu Rocky Fielding. Entrer dans les livres d'histoire en remportant une nouvelle ceinture. Et puis après, je ne pense pas qu'il a l'intention de la défendre, cette ceinture. Est-ce qu'il y a un profil de boxeur? Est-ce qu'il y a un mi-lourd que tu vois peut-être poindre à l'horizon qui pourrait vraiment donner des grosses difficultés à Arthur Beterbiev? Pas vraiment. C'est dur à dire parce que on voit des boxeurs plus jeunes qui sont en ascension, mais de voir la vraie question, tu y réponds quand tu arrives contre l'élite. Tu peux bien paraître contre des boxeurs de niveau un peu inférieur, mais quand tu es face à l'élite, face aux meilleurs de la catégorie, face aux champions, et ben c'est là qu'on peut voir des limites dans ta boxe que le champion peut montrer, oh là là, tu as un petit problème de cardio, parce que quand tout allait bien, au 11e, 12e round, il n'y avait pas de problème, mais quand tu es obligé de travailler, ben là, tu n'es plus capable de suivre le rythme. C'est dans ce genre de combat-là qu'on voit si les jeunes sont dignes d'appartenir à l'élite. Et pour l'instant, oui, tu peux voir quelques jeunes boxeurs qui montent, mais je vois personne qui a le physique pour rivaliser avec Beterbiev, parce qu'il t'épuise. Peu importe tes qualités de boxeur, il va être capable d'atteindre la cible avec sa main droite. Il va t'épuiser, il va te fatiguer, il va te bousculer. Et je vois personne résister à ça pour le moment. Et malgré le fait qu'il est âgé de 34 ans, c'est pas un 34 ans usé, malgré le fait qu'il a disputé énormément de combats dans les rangs amateurs, a connu tellement de succès, mais reste que chez les professionnels,
Oui, il a disputé quelques combats qui se sont peut-être éternisés, je pense, à son premier combat contre Colling. Mais reste qu'il n'a pas été touché pendant ce combat-là. Donc, c'est quelqu'un qui est encore très assez frais. Ouais, très frais. Et il prend quand même des coups parce qu'il est tellement agressif qu'il se dit je peux prendre 2-3 coups pour en donner un. Moi, il fait l'échange quand tu veux. Mais il les encaisse très bien, ces coups-là. On a pu voir contre Gvozdyk, qui pourtant a une bonne force de frappe. Pas exceptionnel, mais quand même assez pour se faire respecter. Oui, exactement. Et souvent, il a été atteint avec cette main droite. C'est pas grave. La tête bougeait, mais les pieds restaient bien plantés. Alors qu'on pouvait voir qu'à l'inverse, quand il atteignait la cible avec sa main droite, Gvozdyk, il faisait 2-3 pas pour reprendre son équilibre. Il bougeait son corps au complet. Chaque coup bougeait Gvozdyk, alors qu'à l'inverse, c'était pas vrai. Il encaissait très bien et il continuait à avancer ou il lançait lui-même ses propres coups. Donc c'est un très bon encaisseur, Beterbiev. Même s'il est déjà allé au tapis, il est capable de prendre des coups de puissance de plein fouet et continuer. C'est un menton d'acier en plus d'avoir des points d'acier. Donc prochain rendez-vous, on parle quoi? Février-mars contre le Chinois Men Longfeng, qui est premier aspirant au titre de l'IBF, et ensuite peut-être un combat d'unification l'automne prochain. Qui sait? J'espère. En demi-finale, on surveillait également Luis Collazo qui affrontait l'Ouzbek Abdou Kakarov. On se demandait où en était rendu Collazo un peu dans sa carrière. Et défaite là, par décision technique au 10e round, une coupure là, assez... Ah oui, ça avait l'air douloureux, un coup de tête involontaire bien évidemment, mais ce combat-là, Abdou Kakarov m'a un peu surpris par ses mouvements au début. Je ne pensais pas qu'il se déplaçait autant de ce que j'avais vu de lui dans ses combats précédents. Il s'était très bien déplacé dans le premier round et c'est là qu'on peut voir toute l'expérience de Collazo qui s'est fait dominer dans le premier round et il n'a pas attendu pour faire des ajustements. Il est arrivé tout de suite, dès le deuxième round, il a été beaucoup plus agressif, il s'est mis à mettre beaucoup plus de pression sur l'Ouzbek. Ça l'a dérangé d'ailleurs, Abdou Kakarov, il n'a pas aimé ça. Mais par contre, Collazo au 5e s'est blessé au biceps gauche, c'est un gaucher. Donc il s'est battu la moitié du combat avec un seul bras. C'est pour ça qu'il a pris du retard sur la carte des juges, parce que cet ajustement d'être plus agressif, ça l'a beaucoup aidé. Il a connu beaucoup de succès dans les rounds 2, 3, 4. Et après, avec cette blessure, ça l'a empêché de continuer. Et ça m'a montré qu'Abdou Kakarov a bien fait quand même. Il a réussi il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Mais il avait un adversaire qui était limité par cette blessure en face. Il a montré des qualités, l'Ouzbek, mais il est encore un petit peu vert, à mon avis, pour le très haut niveau. Je pense qu'il faut qu'il ait quelques combats pour progresser encore avant de prétendre à un titre mondial. Vendredi, avant le combat Beterbiev-Gvozdyk, les médias montréalais ont eu l'occasion de rencontrer Steven Butler, qui a fait un petit aller-retour express au Japon pour assister à la conférence de presse officielle qui annonçait son combat contre Ryota Murata, contre Steven Butler, qui va être présenté le 23 décembre. C'est ESPN Plus qui a les droits, donc est-ce qu'on peut espérer une diffusion sur RDS? Sur RDS. On parle aux environs de 8 h le matin, peut-être, qui sait. En tout cas, il y a une bouteille à la mer qui a été lancée. Les gens en position de décider ont été prévenus. Et on nous a expliqué la décision d'affronter Murata. On avait parlé qu'il y avait la possibilité d'affronter le champion de la WBO, Demetrius Andrade, ou encore Demetrius Ballard dans un événement présenté sur DAZN en Californie. C'était le 5 décembre, si ma mémoire est bonne. Et finalement, on a choisi Murata pour quelques raisons, notamment les champions réguliers de la WBA. On dit que les styles se marient bien, que sa meilleure chance de victoire est peut-être de ce côté-là, contrairement à un technicien comme Andrade. On faisait des parallèles avec ce qui s'était produit entre David Lemieux et Billy Joe Saunders. Voilà, exactement. En décembre 2017 à la Place Belle à Laval. On ne voulait pas un peu revivre ce genre de cauchemar-là. Naturellement, ça va être assez lucratif. On n'a pas voulu révéler le montant, mais on dit que c'est supérieur à la moyenne d'un premier combat de championnat du monde pour un aspirant qui n'est pas obligatoire, il faut le rappeler. Et ce qui a été un peu le deal breaker, si tu me permets l'expression, c'est que souvent dans des combats optionnels, et on le voit, c'est qu'on exige des options. On se souvient, à Adonis Stevenson, c'est quoi, 3 combats d'options que le promoteur de Dawson avait exigé. Et là, on dit, c'est une option. Donc, un combat revanche en cas de victoire. Et si Butler perd, probablement qu'on va le laisser aller en bonne et due forme. Donc, on va se présenter 18 jours avant pour acclimater le corps, passer 13 heures de décalage horaire. On dit normalement c'est une journée par
heure de décalage. Et ce qui est ressorti, bon, on disait après le dernier combat de Butler, Rénal Boisvert avait expliqué on peut enfin s'attaquer à des plans de match contre des adversaires de haut niveau. Et c'est venu corroborer aussi que la préparation mentale de Butler, c'est un enjeu. Hein. C'est toujours... c'est quelqu'un qui est très émotif dans la vie de tous les jours, mais là, doit apprendre à se calmer. Et on a réitéré que malgré le fait que son dernier combat ait duré le temps des ronces, on avait beaucoup aimé justement sa patience. Même si ça a été assez expéditif, s'était pas jeté tête première sur son adversaire. Donc, restera à voir si on aura fait le bon choix avec Murata, qui est un boxeur... Dans le passé, on a vu certaines failles, notamment contre Endam. En même temps, on dit que même s'il a subi la défaite... il aurait dû gagner. Il aurait dû gagner, mais reste que c'est un boxeur qui a perdu, qu'il n'a plus son aura d'invisibilité. Donc, on veut tirer profit là, de ça. Ouais, les failles qu'on l'a vu contre Endam un petit peu, parce que c'est un boxeur qui se déplace bien, mais ce premier combat-là, c'était une décision très bizarre. C'est surtout contre Rob Brant qu'on a pu voir des failles, et c'est des failles un petit peu mentales, parce qu'il n'était pas là dans ce combat-là. Le deuxième, la revanche contre Brant, il est passé à travers en 2 rounds, il l'a complètement dominé. Alors que ce premier combat, il a eu beaucoup de mal à atteindre la cible. Il avance, il a un seul plan de match, Murata, il avance et il lance sa main droite. Il essaye d'atteindre la cible avec cette grosse main droite et de faire mal. Je pense qu'il est prenable de ce côté-là parce qu'on sait à quoi s'attendre de sa part. Donc on sait ce qu'il va faire et on peut essayer de s'adapter rapidement, de faire un plan de match qui est adapté à son style. Ce combat revanche-là, comme Brant, avait été présenté aux États-Unis, tandis que le premier était au Japon. Est-ce qu'il est un peu écrasé par la pression? Parce que c'est une grande vedette, un médaillé d'or olympique. C'est possible. Des fois, les boxeurs qui performent, il y a des boxeurs qui performent mieux à l'étranger qu'à la maison. C'est une question de mentalité aussi. Je pense pas, parce qu'il a fait d'autres très belles performances au Japon, notamment le deuxième combat contre Endam où il lui avait marché dessus. Et je pense juste qu'il était dans une soirée off où il n'y a rien qui marchait pour lui. Il avait dit d'ailleurs, c'est le pire combat de ma carrière, la pire soirée de ma carrière. Et il avait pas, on semblait pas voir un champion. C'était un gars qui était à court d'idées. Il avait fait la même chose du premier au 12e round. Il n'y avait pas eu d'ajustement, rien du tout. Et quand ce style-là marche pas, quand tu n'arrives pas à atteindre la cible avec ta grosse main droite et que tu fais pas mal à l'adversaire, que tu passes dans le vide, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas de plan de match, de deuxième, troisième plan de match, tu fais comment? Bah, tu continues à faire la même chose, puis tu continues à commettre les mêmes erreurs, finalement. Ouais, exactement. Donc, moi aussi, j'aurais fait ce choix si j'étais dans l'équipe de Butler. Je me tiendrais le plus loin possible de Demetrius Andrade. Si j'étais n'importe quel poids moyen, je me tiendrais loin de lui parce que c'est un cauchemar. Mais Murata a montré des failles. Il est prenable. Par contre, il est très fort physiquement. Il cogne dur. Il met énormément de pression. Et c'est un boxeur qui a c'est pas une technique qui est très flashy, mais c'est quand même très efficace. C'est très classique, très compact. Mais c'est possible de le battre. Il faut le battre à son propre jeu. Mais Butler a la puissance pour le faire. Il a des bras un peu plus longs. Il va être capable de se déplacer un peu plus que Murata, parce que Murata n'a pas un bon jeu de pied. Il est très mécanique, ça avance tout droit, mais dès que tu as du mouvement latéral, il a un peu plus de mal. Je pense que Butler est capable a les armes en tout cas pour battre Murata. Par contre, il va falloir qu'il soit capable de prendre la puissance, d'encaisser la main droite de Murata, parce que c'est certain qu'elle va atteindre la cible quelquefois. Est-ce qu'il est capable? Ça, je ne sais pas. Mais s'il peut prendre les coups de Murata, il peut le battre techniquement. Je pense qu'il est plus complet que Murata. C'est un petit peu bizarre à dire parce que Murata a plus d'expérience et est mieux établi. Mais dans les atouts de boxe de chacun, je pense que Butler a un petit peu plus d'outils dans son sac. Murata, c'est des qualités, très bonnes qualités de puissance, d'endurance, etc. Mais c'est pas très complet. C'est un peu unidimensionnel. Ce qu'il fait, il le fait très bien, mais il y a d'autres choses qu'il fait pas bien, alors que Butler est un peu plus versatile, on va dire. C'est pas le bon mot. Polyvalent. Polyvalent, merci.
Nous avions abondamment, oui, parlé du décès de Patrick Day la semaine dernière, et le sujet est revenu pendant la conférence de presse de Steven Butler. C'est lui-même qui l'a amené en disant que c'était un de ses très bons amis. C'était connu quand les deux avaient été partenaires d'entraînement de Kevin Bizier en préparation d'un de ses derniers grands combats sur la scène internationale. Il a dit que c'était instantanément lié d'amitié avec Patrick Day parce que les deux boxeurs parlaient créole, donc communiquaient dans un mélange de créole et d'anglais, disaient que Day, un homme de famille, rejoignait beaucoup. C'était, sans dire pas un mentor, mais vraiment une personne avec qui ça a cliqué immédiatement quand il l'a rencontré. Il continuait de se parler. Il a dit, écoutez, la semaine de son combat, je vais envoyer des messages vocaux pour l'encourager. Je connaissais son adversaire Conwell parce que j'avais déjà mis les gants avec lui à l'entraînement et je croyais qu'il y avait des bonnes chances de le battre. Je lui disais de tout donner dans le ring, de tout laisser. Et bon, était sous le choc, était particulièrement ému d'apprendre la mort de son ami. Et l'entraîneur Rénal Boisvert et le promoteur Camille Stéphane, eux, ont dit Patrick Day n'était pas appuyé par une grande équipe autour de lui, si bien que, souvent appelé comme partenaire d'entraînement, il était le partenaire d'entraînement officiel de Murata que Butler va affronter. Il dit également souvent affronter David Lemieux à l'entraînement. Donc, aucun repos. Traces, Et on sait, Rénal Boisvert, c'est quelqu'un qui, peut-être l'érudit parmi les entraîneurs de boxe. D'ailleurs, c'est lui qui forme les entraîneurs à la Fédération québécoise. Expliquait, bon, le cerveau, c'est comme n'importe quel muscle, a besoin de repos. Donc, si un de mes boxeurs connaît un combat difficile où j'ai l'impression qu'il a été blessé, qu'il a eu beaucoup trop de coups, ben, je vais lui donner le repos. Il y a le luxe prendre de repos. Même chose qu'Amile Stéphane, il dit, moi, mes boxeurs, là, il y en a beaucoup des fois, sont un peu machos, veulent aller se prouver à l'entraînement. T'sais, on parle souvent des histoires, Adonis Stevenson qui est rentré dans le Crunk Gym, a commencé à tenir son bout et ils sont fiers. Il dit, surtout, c'est payant. On parle d'un tarif à peu près 1 000 $ par semaine pour aller vivre la Dolce Vita, souvent en Floride ou en Californie, pendant les mois de janvier-février. Ça peut être agréable. Il dit, hors de question, moi, que mes boxeurs soient rémunérés pour servir de partenaire d'entraînement. Parce que quand tu es payé, ben, tu dois des choses. Et souvent, on dit, on veut des partenaires d'entraînement, ben, imite le style du boxeur. Donc, on veut que tu fonces tête première, peut-être moins efficace en défense. Et Camille Stéphane disait, moi, quand un de mes boxeurs, j'ai rien contre qui côtoie, par exemple, on l'a vu avec Butler, un Miguel Cotto dans le gymnase, un Canelo Alvarez dans le gymnase, peut mettre les gants avec lui, mais il y a un chaperon, il y a un Jean-François Bergeron, il y a un Rénal Boisvert, on nous a dit que même Ghislain Madouma avait été là, il faut que l'atmosphère soit vraiment contrôlée. Et si une journée, on ne se sent pas bien, on ne veut pas mettre les gants, ben on ne met pas. Moi, je suis disponible aujourd'hui, parfait, mais pas demain. C'est à prendre ou à laisser. Vous ne me payez pas, donc j'ai une certaine liberté. Et ce qu'on disait, c'est que malheureusement, Patrick Day n'avait pas cette liberté-là. Un promoteur qui n'était pas nécessairement tout le temps en mesure de lui garantir des combats, donc devait vivre. Et son moyen de subsistance, c'était de servir de partenaire d'entraînement. On voulait évidemment pas le tirer de grandes conclusions. On portait un jugement, mais on disait c'est malheureux parce que c'était vraiment... tout le monde le reconnaît. Une personne charmante de commerce, là, très, très agréable. Ouais, c'est vraiment le commentaire qui revient le plus souvent, c'est que quand il rentrait dans une salle, dans un gym, c'était le soleil qui entrait, que c'était un gars qui était apprécié de tout le monde. On n'a pas entendu un mauvais commentaire depuis le début de sa carrière. C'était quelqu'un qui faisait l'unanimité de ce côté-là. Mais pour revenir sur ces histoires de sparring, c'est vrai que ça laisse des traces quand tu vas... C'est une bonne chose de faire du sparring contre des adversaires de haut niveau, parce que tu vois comment ils s'entraînent, tu les côtoies, et ça te donne aussi une énorme dose de confiance quand tu es capable de tenir ton bout contre un Canelo Alvarez ou des boxeurs de l'élite comme ça. Tu dis, ok, moi aussi je peux boxer à ce niveau-là. Pour la confiance, c'est énorme. Pour l'exemple, c'est très très bien aussi. Ça te donne beaucoup d'expérience, mais ça laisse des traces quand tu en fais trop. Mais dans le cas de Patrick Day, je ne suis pas certain que ça soit une accumulation. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire non plus. Je ne suis pas certain que ce soit l'accumulation qui a fait en sorte qu'il y ait eu cet accident et ce décès. C'est vraiment le coup du lapin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est valable pour d'autres boxeurs qui ont eu des problèmes. Cette accumulation et surtout de ne pas laisser le temps au cerveau de se reposer, comme tu dis, de guérir. J'avais discuté il y a quelques années avec une neurologue qui s'occupait des remparts, malheureusement j'ai oublié son nom, et elle m'expliquait qu'une commotion, ce qui est dangereux, c'est la première est dangereuse, mais c'est surtout celles qui viennent après. Parce que quand on a une commotion et qu'elle n'est pas guérie et qu'on a une deuxième commotion avant
que cette première soit guérie, les effets sont exponentiels. Donc c'est quand tu fais du sparring que tu as une commotion, des fois tu vas pas forcément le dire parce qu'il y a ce côté macho, il y a ce côté compétitif, et des fois tu le sais même pas parce que les effets tu les ressens pas tout de suite. Tu peux avoir... Oui, parce que les symptômes peuvent être associés à bien d'autres choses. Des maux de tête, ça peut être quelque chose que j'ai fait, j'ai passé trop de temps devant l'écran ou n'importe quoi, la fatigue accumulée. Et tu peux avoir, en sparring, tu peux avoir une commotion au premier round parce que tu as pris un coup, tu t'en rends pas compte tout de suite, mais tous les coups que tu prends après, eh ben ça s'accumule et ça a un effet exponentiel. Et si tu prends pas le temps, des fois il faut prendre 1 mois, 2 mois pour se reposer, pour laisser guérir cette commotion. Et ben, il y a des boxeurs qui peuvent pas se le permettre parce que c'est leur salaire. Donc c'est dans ces cas-là où je pense qu'il faut que ça soit peut-être un petit peu mieux encadré, mais alors c'est très compliqué. Sauf que c'est difficile à encadrer, étant donné que ce n'est pas des combats qui sont présentés sous la supervision d'une commission athlétique et personne pour... Oui, on peut te suspendre après un combat, comme c'est toujours le cas. Là. Je pense qu'au Québec, après un combat de 4 rounds, tu es suspendu 1 semaine. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus vérifier. Tu ne peux pas avoir un médecin. Tu vas au gymnase et tu fais un combat d'entraînement. Tu ne peux pas avoir un médecin dans chacun des gyms qui va faire qui va rester là 24 heures sur 24 au cas où. Là. Fait que c'est très compliqué. C'est un peu, malheureusement, le constat auquel tout le monde est arrivé, c'est qu'il y a des bonnes intentions. Malheureusement, c'est difficile à mettre en place. Donc, bref, tout ça pour dire que Steven Butler était peiné. Il a dit à la fin, il dit, ça peut paraître vraiment idiot, là, ce que je veux dire, mais il dit, je suis prêt à mourir dans le ring parce que de toute façon, la boxe, ça m'a sauvé la vie. S'il n'y avait pas eu la boxe, c'est ma 2e chance et maintenant, c'est ma chance. Qui sait ce que je serais devenu s'il n'y avait pas eu ce sport-là pour m'accrocher à changer d'entourage et rester accroché à la vie. Donc, il ne faut pas non plus oublier ça en filigrane. Là, c'est un sport qui réchappe énormément de gens. Là. C'est des histoires comme ça, là, il y en a une et une autre. Quasiment tous les boxeurs qui viennent, c'est rare de voir des boxeurs fils de ministre ou fils d'avocat. C'est souvent des gars qui viennent de milieux difficiles et c'est la boxe qui leur permet de s'en sortir. On s'en souvient de l'histoire de Bernard Hopkins qui était en prison et qui a découvert la boxe et qui finalement maintenant est devenu un homme d'affaires au lieu d'être dans le crime organisé comme c'était le cas avant sa carrière. Adrien, énormément d'actions cette fin de semaine dans le monde de la boxe. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a ciblé un événement dont on va vous parler en long et en large, mais comme d'habitude, on va avoir quelques lignes sur les autres. On y est enfin, finale du tournoi des super légers de la Super Série mondiale de boxe. Ce sera présenté samedi à compter de 14 h sur DAZN. L'Américain Régis Prograis qui affronte l'Écossais Josh Taylor. C'est la finale qui était attendue. Prograis qui, lui, a battu Terry Flanagan et Kirill Relich à ses 2 premiers combats. Taylor lui a battu Ryan Martin et Ivan Baranchik, un combat qui avait été particulièrement excitant, si ma mémoire est bonne. Oui, Baranchik fonce vers l'avant et te force à travailler. Quelques ceintures à l'enjeu, mais au final, le gagnant de ce combat-là deviendra super champion de la WBA et champion de l'IBF. J'ai regardé les preneurs au livre et Progrès est légèrement favori pour l'emporter pour ce combat qui sera présenté dans les terres de M. Taylor au Royaume-Uni. Ouais, où il est très très populaire et c'est un combat qui est intriguant parce que c'est 2 boxeurs de haut niveau qui s'affrontent. Moi aussi je donne un petit avantage à Progrès, mais ça va pas être facile parce que Taylor est très grand pour la catégorie. Ce sont 2 gauchers, donc ça va être un petit peu... souvent on dit qu'un droitier qui affronte un gaucher, ça va le déranger parce qu'il n'a pas l'habitude de voir 2 gauchers en face de lui. Mais un gaucher, c'est pareil. Il n'a pas l'habitude de voir un gaucher en face de lui. C'est très rare. Donc, ça risque de décontenancer peut-être un petit peu les 2 boxeurs. Mais surtout Taylor, qui n'a jamais affronté de gaucher de haut niveau. Alors que Prograis, lui, dans ses 4 derniers combats, il a affronté 2 gauchers, Flanagan. Et le deuxième, c'était... je l'ai noté quelque part ici, Julius Idongo, donc un ancien champion du monde. Unifié même. Oui, donc 2 boxeurs de bon niveau gauchers dans ses 4 derniers combats, alors que Taylor, lui, n'a jamais, peut-être en début de carrière, je n'ai pas vérifié, mais il n'a pas affronté de boxeurs, de bons boxeurs gauchers. Donc ça va peut-être lui prendre un petit peu quelques rounds d'ajustement, d'autant plus que Prograis a un style très particulier. Hein. Là encore, c'est 2 styles très différents.
Taylor qui est très classique, grand, qui va utiliser son jab, qui va allonger les bras, qui va bien se déplacer, qui a quand même une puissance respectable. Et en face, Prograis qui est un boxeur dont j'aime beaucoup le style. C'est, on dirait un boxeur des années 50, 60, c'est old school, c'est beaucoup de mouvements de tête et du buste au complet. Il fait un mouvement de balancier comme ça en descendant très bas sur ses appuis. Il cogne fort. Il est très complet, il peut boxer, il aime bien boxer en contre, c'est ce qu'il préfère, mais il peut aussi boxer en avançant, et c'est, je pense, ce qu'il va être obligé de faire dans ce combat-là, parce qu'avec sa portée, avec sa taille, Taylor va le forcer à réduire la distance, va essayer de le punir quand il avance, et Prograis, lui, va devoir travailler à l'intérieur, mais c'est ce qu'il fait très bien. Il frappe très très bien au corps avec sa main gauche quand il est au corps à corps, quand il est en combat rapproché. Et je pense qu'il va finir par épuiser Taylor. Un petit peu, pas le même style, mais un petit peu ce qu'on a vu entre Beterbiev et Gvozdyk, qui va finir par enlever toute cette énergie de Taylor. Taylor Peut-être un peu vulnérable avec Baranchyk quand il y a beaucoup de pression. Ouais. Mais Prograis est logiquement un bien meilleur boxeur que Baranchyk, beaucoup plus technique, qui frappe plus fort aussi. Il prépare mieux ses attaques et c'est surtout ses coups en contre. C'est très très rapide, ça sort très vite de sa garde. Il a une garde particulière avec, en protégeant le corps comme ça. Il n'a pas les deux mains hautes au niveau des tempes. C'est vraiment, il a un bras un petit peu à Mayweather, un bras au niveau du corps. Et c'est ces mouvements de buste qui sont sa défense, mais qui en même temps préparent ses attaques. Donc ça va être très intéressant. Et je donne un petit avantage au boxeur de la Nouvelle-Orléans, Prograis, qui à mon avis en a un petit peu plus dans le réservoir. En demi-finale, combat de poids lourd entre Derek Chisora et David Price. Ouais. Confrontation qui risque d'être assez intéressante, comme c'est le cas pour les combats de poids lourd entre boxeurs britanniques. Deux Britanniques, mais je préférais l'affrontement initial qui était Chisora contre Parker. Joseph Parker a dû se retirer. À cause d'une infection. Oui. Donc ça a amené Chisora à se moquer un peu de lui, mais en même temps, Chisora, on connaît son caractère, c'est pas un enfant de cœur. Et contre Price, ça va être intéressant, mais comme à chaque fois, je pense que je me répète à chaque fois qu'il y a un combat de David Price, j'ai peur pour lui, parce que Price a tous les atouts pour avoir du succès chez les pros, chez les poids lourds. Il est très grand. 6 pieds 7, si je ne me trompe pas, une bonne allonge, une bonne force de frappe avec ses 250-260 livres, mais un menton de cristal, même pas de verre, de cristal. 6 défaites, toutes par KO, contre des gars qui sont moins bons que Chisora, Erkan Tepper, Christian Hammer, des gars comme ça qui lui ont passé le KO. Donc avec un gars comme Chisora, c'est pas un doux. Il va te bousculer, il va utiliser les coudes, la tête à l'intérieur, il va faire tout ce qu'il peut pour te rendre mal à l'aise et il frappe très très fort. Et quand on regarde ses derniers KO à Chisora, il en a perdu des combats en cours de route, Chisora, mais il a toujours été compétitif, il a toujours forcé l'adversaire à travailler très très fort. Il a 2 défaites contre Dillian White qui a dû utiliser tout son petit change pour le battre. Il lui a passé le KO, je pense que c'était au 11e round, à leur 2e combat. Le premier, ça avait été une décision partagée. Donc même dans ses défaites, il te fait travailler très fort. Et quand tu regardes ses derniers KO, celui contre Carlos Takam était impressionnant. Celui contre Arthur Szpilka, c'est son plus récent combat, était assez dur à voir. Donc c'est un gars qui, quand tu es dans les cordes, quand tu es mal placé, il va t'assommer. Et j'ai peur pour David Price parce que ça fait déjà beaucoup de KO terribles qu'il a subis, tous plus durs les uns que les autres, ces KO-là. Donc sur le plan technique, ça va être une belle confrontation, mais je ne pense pas que Price est capable de passer 12 rounds en encaissant les coups de puissance de Chisora. Et s'il perd à nouveau par KO David Price, j'espère qu'il va prendre la bonne décision et se retirer. Mais bon, on n'en est pas encore là. Le combat est encore à faire. Ça se peut aussi qu'il fasse mal à Chisora parce qu'il a une main droite qui est très lourde. Mais je ne pense pas que sur la durée, il soit capable de résister à la pression, au rythme que met Chisora qui lance énormément de coups, qui te force à travailler. Ce n'est pas un rythme pépère comme parfois tu vois chez les poids lourds où on s'observe. Alors Chisora, il fonce, il te bouscule et il ne te laisse jamais respirer. Je pense que Price va finir par craquer. Combat prévu pour 12 rounds là, pour un titre mineur de la WBO. Et pour s'assurer de remplir l'O2 Arena à pleine capacité, un autre combat à saveur locale chez les poids légers entre Ricky Burns et Lee Selby.
Ouais, un beau combat de vétéran, hein, parce qu'à 36 ans, Burns est plus ce qu'il était, mais il a encore ses qualités de boxeur. Ça n'a jamais été un cogneur ou un gars particulièrement rapide. Il n'y a pas un aspect de sa boxe qui se démarque. Ouais. Voilà, un peu comme un Beterbiev où c'est sa puissance ou sa force physique. Lui, non, du côté de Ricky Burns, mais il n'y a pas non plus de faiblesse qui saute aux yeux. Donc c'est un boxeur complet, mais qui tire un peu sur la fin. Par contre, Lee Selby, ça va être ses débuts à 140 livres, à 135. Il boxait toute sa carrière à 126 livres chez les Plumes. Il a fait un combat avec un catchweight à 132 livres. Et là, il monte direct à 135. C'est 2 catégories d'écart, c'est quand même beaucoup, surtout dans ces petites divisions de poids où la marche est plus haute, surtout quand tu sautes deux catégories. On l'a vu avec Mickey Garcia quand il est monté à 147. Chez les mi-moyens, ouais, donc ça peut être compliqué pour Lee Selby, mais Selby est un petit peu plus frais. Ben, la même chose peut être appliquée à Selby dans le style où il n'y a pas un aspect non plus de sa boxe qui ressort particulièrement, mais c'est un gars qui est assez complet, donc je pense que ça va être un combat équilibré, mais peut-être que le côté plus frais de Selby va avoir le dessus s'il est capable de prendre les coups d'un boxeur plus gros, parce que j'ai du mal à le voir composer avec un physique comme celui de Burns qui est beaucoup plus costaud que lui. Donc, faut voir s'il arrive à compenser cette différence. Comme je le mentionnais, énormément d'actions cette fin de semaine. Ça commence jeudi 20h30 pour les abonnés de UFC Fight Pass. Myquan Williams qui affronte Trishan Wiggins. Williams, c'est un espoir invaincu chez les super légers. Il effectue sa première défense d'un titre mineur du WBC. Et ce boxeur-là, il a une histoire complètement incroyable. Son père est mort quand il avait 8 ans. Sa maison a brûlé quand il avait 10 ans. Et il aurait pu devenir un vilain garnement de East Hartford, mais il s'est tourné vers la boxe. Et il est entraîné par un entraîneur du nom de Paul Sincan, qui lui a plus l'air d'un membre d'un club de motocyclistes qu'un entraîneur de boxe. Et il tarit pas d'éloges envers son protégé parce qu'il dit que c'est un gars loyal, parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, cet entraîneur-là a perdu. Il y avait des programmes de subvention pour les entraîneurs de boxe et il a tout perdu, plus de gymnase. Mais Williams est resté là et là aujourd'hui, cet entraîneur-là a ouvert un gym, je pense que c'était à Manchester, c'est au New Hampshire, et il est resté. Donc, gravissent les échelons ensemble. Une belle histoire. Il dit que c'est les 2 meilleurs amis au monde. Encore une histoire de boxe qui sauve un boxeur. Ça se poursuit jeudi 22h sur la page Facebook de Golden Boy Fight Night. Elwin Soto qui affronte Edward Eno. C'est une première défense du titre des Super Mimouches de la WBO pour le Mexicain qui avait battu Angel Acosta dans la controverse. Là, je ne sais pas si tu te souviens du dernier round, du 12e round. Acosta qui avait été ébranlé par un coup au corps. Soto qui se jette sur lui, frappe mais atteint pas la cible et après 2 coups, l'arbitre décide d'arrêter le combat. Donc ça s'était un peu terminé bizarrement. Et son adversaire, c'est intéressant, c'est son premier aspirant à la WBO et lui, il a commencé sa carrière avec non pas 1, pas 2, mais 3 verdicts nuls. Je pense qu'il en totalise 5 depuis le début de sa carrière. Sur 20 combats, ouais. À un moment donné, tu te dis qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Alors voilà, est-ce qu'il sera en mesure, là, Soto, de défendre son titre? Surtout que la plupart des observateurs le voyaient perdant à son combat. Il avait été en mesure d'arracher cette victoire-là au 12e round, donc on pourra en savoir un peu plus. Vendredi, 13h30 sur DAZN, Daniele Scardina qui affronte Ilias Achergui. C'est l'Italien Scardina, lui est champion international des super moyens de l'IBF et il affronte un boxeur belge qui a battu Cédric Spera à son dernier combat. Spera, c'est lui qui avait affronté le dernier adversaire en carrière de Stéphane Ouellet à son retour et s'est incliné à son combat suivant contre Sébastien Bouchard à Québec. Une défaite avant la limite. Tout est dans tout. Et Scardina, lui, s'entraîne fort à Miami Beach. Il n'est pas encore classé à l'IBF, même s'il est détenteur d'un titre mineur de l'organisation. Et des fois, il n'écoute pas toujours son entraîneur. Il dit cours pendant 20 minutes. Mais là, il en fait 60 de jogging. Là, son entraîneur, il dit qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu te gardes des réserves pour ton combat. Donc, c'était un petit peu ce que Mark Ramsey reprochait à Joshua, un physique de bodybuilder plutôt que... Ouais, et c'est pas tout le temps payant parce que ça demande beaucoup plus d'énergie.
Je vais parler de la carte immédiatement de Eye of the Tiger Management qui va être présentée vendredi soir sur la plateforme Punching Grace. C'est pas une grande carte parce qu'on attendait un combat entre Artem Oganesian et Konstantin Ponomarev qu'on connaît bien pour avoir battu notamment Michael Zouski. D'ailleurs, c'est le seul boxeur à avoir battu Michael Zouski, mais comme a déjà dit Georges Larac, miscommunication. Au début, avec Ponomarev, ça allait bien, mais là, finalement, c'était pas ce que le boxeur voulait. Là, c'était rendu compliqué pour l'organisation. Il fallait trouver une nouvelle finale. Un boxeur du nom de José Carlos Paz. On regarde, subit des défaites quand même assez rapides contre des boxeurs qu'on connaît. Mais on disait, Oganesian a connu un gros camp d'entraînement, s'est entraîné fort. On ne voulait pas non plus le priver, l'envoyer dans la mêlée contre un boxeur pas significatif. Donc, voici ce qu'on a trouvé et on espère qu'il va être en mesure de tirer quelque chose de ça. Oui, et puis c'est un bon moyen aussi de se comparer, un petit peu comme on avait fait Butler contre Uriel Gonzalez, de se comparer à d'autres, parce que Paz a eu une défaite par KO 3e round contre Munguia. Son dernier combat, c'est une défaite KO 5e round contre Souleymane Sissoko, le français. Donc ça permet aussi de te placer par rapport à ces gars-là, de dire ok, ben j'ai fait aussi bien que lui ou que Sissoko ou que Munguia. Donc c'est une bonne unité de mesure pour voir où tu es rendu, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était ce combat contre Ponomarev qui aurait été de haut niveau, en plus un combat entre deux Russes, donc il y a ce côté nationaliste aussi qui pourrait ressortir, si tu veux, et ça aurait été un combat très intéressant parce qu'on connaît les qualités de Ponomarev. En plus, il a déjà ce combat contre Zouski, donc les gens ici le connaissent au Québec. Ben, écoute, ça n'a pas eu lieu. J'espère que c'est que partie remise et que on va être capable d'organiser ce combat-là dans le futur parce que c'est un combat qui m'intéresse et qui serait très important pour le développement d'Oganesian. Donc, Paz n'est pas battu d'avance, mais mettons que ce n'est pas le même niveau d'adversaire, loin de là que Ponomarev. Pour la petite histoire, Paz il a perdu une décision partagée au Mexique contre Ramon Alvarez, le frère de Canelo. Quand tu es un Argentin, que tu perds une décision partagée contre le frère de la vedette au Mexique, c'est peut-être que tu as gagné. que ailleurs, ça aurait été une décision unanime pour toi. Bon, le gala plutôt est présenté au complexe Capital Hélicoptère de Québec. C'est non loin de l'aéroport Jean-Lesage. Donc, étant donné qu'on est à Québec, plusieurs boxeurs locaux sur la carte. Je pense à Clovis Drolet, Vincent Thibault, Lexon Mathieu, bien évidemment. On va voir à l'œuvre Sadreddine Akhmedov, là, qui est probablement un des plus beaux espoirs de l'organisation. Steve Flaggett, qui s'est entendu aussi avec Eye of the Tiger, premier combat pour lui. Et, permets-moi de souligner, les débuts professionnels de notre ami Benoît Baudouin, non, de sa sœur plutôt. Leila Baudouin, Benoît qui est notre collègue à RDS, animateur du balado Dans la cage avec Patrick Côté. Donc, naturellement, Benoît sera sur place pour encourager sa jeune sœur qui a été championne canadienne dans les rangs amateurs. Donc, c'est la transition logique. On sait, il y a un engouement au Québec pour la boxe féminine. Tant Groupe Yvon Michel que Eye of the Tiger met des femmes sur sa carte. Marie-Ève Dicker qui est devenue championne du monde. Kim Clavel chez Eye of the Tiger qui connaît énormément de succès. Je pense à Marie-Pierre Roule aussi qui est sur des cartes de Groupe Yvon Michel. Donc, et Leila Baudouin, elle a traversé ses adversaires chez les amateurs. Elle a remporté beaucoup de victoires par KO. Donc c'était l'étape logique de passer chez les pros ensuite. Elle fait ses débuts. On va voir si elle va connaître le même succès, mais on ne peut que lui souhaiter bonne chance pour ce premier combat et on verra bien ce que ça va donner. Mais Benoît est assez confiant. Quand je lui avais posé la question il y a quelques semaines s'il avait peur pour sa sœur parce qu'elle passe chez les pros, il me disait non, à chaque fois qu'elle se bat, elle démolit l'adversaire. J'ai plus peur pour l'adversaire que pour elle. Donc ça vous montre un petit peu l'état d'esprit qu'il y a de son côté. Rapidement, ça se poursuit vendredi soir 22h, encore une fois sur UFC Fight Pass. Kendo Castañeda affronte Stan Martiniuk. Castañeda, c'est un espoir invaincu chez les super légers. Déjà été champion de la NABA. Et Martiniuk, lui, vient de la magnifique Tallinn, en Estonie. On a évoqué samedi 14h sur DAZN, je le rappelle, Régis Progrès contre Josh Taylor. Sinon, samedi soir, là, du gros calibre aussi de boxe à compter de 22h sur ESPN+. Shakur Stevenson contre Joette Gonzalez. Enfin, nous y sommes. Stevenson, lui, est attendu, même avant qu'il participe aux Jeux Olympiques de Rio. Il avait été médaillé d'argent. À mon avis, il aurait mérité un meilleur sort. C'était incliné contre un adversaire cubain en finale. Donc, il est favori à 5 contre 1 pour ce premier combat pour le titre
des plumes de la WBO. Et par contre, plusieurs personnes disent que ça pourrait être plus serré que prévu que la cote de 51 qui est sortie pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas inviter Stevenson et Gonzalez à la même cabane à sucre. Ils se détestent viscéralement. Oui, et Gonzalez est invaincu. Bon, il n'a pas le même niveau de position, bien évidemment. Il n'a jamais affronté quelqu'un du calibre de Stevenson. Mais souvent, quand tu as cette haine qui est palpable, eh ben, ça peut amener un boxeur à se surpasser. Et bon, je pense que ça va être au début, il va tout donner, mais Stevenson, avec ses qualités défensives, c'est un maître de la défense, parmi tous les boxeurs, les jeunes boxeurs. Qu'on pense notamment à ceux qui ont Virgil Ortiz, notamment, qu'on surveille de près. Et c'est surprenant parce que généralement, la défense, c'est ce qui vient plus tard. Généralement, chez un jeune boxeur, c'est les qualités offensives qui sont mises de l'avant et après on travaille la défense. Lui, c'est les deux. Parce qu'offensivement, il est très bon aussi, mais ce qui saute aux yeux, c'est cette qualité défensive. Il se fait très rarement atteindre et surtout encore plus rarement de façon claire et nette. Souvent, il roule avec le coup. C'est pas un coup net qui est partiellement bloqué. Donc, il risque de frustrer Gonzalez, surtout s'il y a cette colère, cette haine qui va forcer Gonzalez à être plus agressif. Eh ben, il va trouver ça long de passer dans le vide et il peut se frustrer et être encore plus agressif et entrer dans un contre. Donc attention de ce côté-là. Mais c'est pas gagné d'avance, mais au niveau des qualités des deux boxeurs, on voit bien que Stevenson est au-dessus. Donc le résultat logique, c'est qu'il l'emporte confortablement. Au même moment, à 22h sur les ondes de TSN2, j'aurais préféré que je choisisse la carte ESPN, mais bon, on ne peut pas tout décider. Erickson Lubin qui affronte Nathaniel Gallimore. Lubin, on se souvient, c'était un espoir prometteur chez les super mi-moyens, mais défaite très violente par knockout au premier round par Jermell Charlo en octobre 2017. Bon, fidèle à la tradition de PBC, on ne se bat pas souvent. Donc, c'est seulement son 4e combat depuis cette défaite. Il devait affronter Terrell Gaucha. C'était quand même un affrontement assez intéressant. Mais ce dernier, là, je pense que c'est lundi, on a annoncé qu'il était blessé à une main, doit se faire opérer. Donc, on appelle Gallimore en renfort. Ben, ça va donner ce que ça va donner, j'ai l'impression. Lubin, logiquement, on voulait passer une prochaine étape avec Gaucha parce qu'on a affronté 3, peut-être faire valoir si on veut. Ça va devoir attendre peut-être sa prochaine sortie pour un combat significatif. C'est pas plus mal parce que Gallimore n'est pas un mauvais boxeur, c'est pas du niveau de Terrell Gaucha, mais c'est un boxeur qui est correct, qui se déplace bien, qui frappe quand même pas mal, qui frappe assez dur. Il a de l'expérience. Récemment, il s'est battu contre Julian Williams. Donc, il a l'expérience des boxeurs de haut niveau. Williams, qui est devenu champion en battant Jarrett Hurd dans un des meilleurs combats de l'année. C'était une décision partagée, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était une défaite compétitive contre Williams. Donc, c'est un gars qui a quand même des qualités, mais je ne pense pas qu'il en a assez dans le coffre pour battre Lubin. Qui a repris un petit peu du poil de la bête depuis cette défaite dont tu as parlé contre Charlo, mais la question du menton, elle reste en suspens et Gallimore a quand même une bonne claque, donc faut faire attention de ce côté-là, mais par rapport à Terrell Gaucha, c'est pas le même niveau de position. Je pense que contre Gaucha, ça aurait été compliqué. Il n'est pas facile du tout à manœuvrer. Gaucha, très technique. Il a quelques défaites, Gaucha, mais à chaque fois, c'est très très serré, c'est un gars qui a des bonnes qualités, donc je ne l'aurais pas donné gagnant d'avance Lubin contre Gaucha. Là contre Gallimore, il devrait s'en sortir. Sinon, moi je vais surveiller avec beaucoup d'attention la demi-finale Robert Easterfist contre Adrian Granados. On se souvient, Granados, son dernier combat contre Danny Garcia, ça a été un peu plus compliqué, la défaite par knockout. C'était présenté en avril, mais Granados précédemment, avait subi quelques défaites, mais c'était toujours par décision majoritaire ou partagée, donc donne toujours beaucoup d'opposition. On l'avait déjà d'ailleurs vu sur une carte au Québec, ici en chair et en os. Avait surpris, si ma mémoire est bonne, un espoir de Don King. Donc, Et il offre toujours des bons combats. C'est un gars qui vient pour se battre, qui travaille, qui te force à travailler, qui met beaucoup de pression, mais qui a aussi une très bonne technique. C'est pas un brut qui va foncer tout droit et lancer des coups n'importe comment. Il a quand même une bonne approche, mais là contre Robert Easter Jr. ça va être vraiment une opposition de style. Encore une fois, on dirait que je me répète de combat en combat, mais du côté de Easter, c'est ses débuts à 140 livres parce qu'il était champion à 135, il a perdu son titre, il monte, mais chez les 135 livres il était immense, il mesure 5 pieds 11, portait 76 pouces.
c'est pas la carrure d'un léger ou d'un super léger, c'est plus la carrure d'un mi-moyen, super mi-moyen, voire un moyen. Donc c'est vraiment un gars qui est très fin, très longiligne et qui reste à distance. Il utilise son long jab pour te garder loin. Et du côté de Granados, il va devoir réduire la distance, mais c'est ce qu'il fait très bien. Donc contre un gars qui est grand comme ça, qui a un corps très fin, il faut travailler au corps. Ça tombe bien, le corps va être juste devant lui, Granados, avec sa plus petite taille. Donc il faut voir si Easter va être capable de prendre ces coups-là. C'est encore une fois la question de montée de catégorie. Est-ce que tu peux prendre les coups d'un gars qui est un peu plus gros, sauf qu'il a la carrure, bien évidemment, pour rajouter de la masse et pour pouvoir monter même encore d'autres catégories. Donc, je pense pas que ça sera trop un problème, mais c'est pas un encaisseur, Robert Easter. Il a déjà été au tapis. C'est pas son gros point fort, donc est-ce que ça va être amplifié quand il va être dans la catégorie supérieure? Peut-être. Et Granados, il va poser les questions à Easter, et si Easter n'est pas capable d'y répondre, eh ben, ça veut dire qu'il ne fera pas partie de l'élite à 140. Et un rare gala présenté dimanche à 19h sur la page Facebook de 360 Promotions de Tom Loeffler et Gennady Golovkin. Sherry Bohachuk qui affronte Tyron Brunson. C'est un combat pour la ceinture continentale des Amériques des super mi-moyens du WBC. Bohachuk, lui, il est la tête d'affiche d'une série de boxe qui est présentée à Hollywood, en Californie. Il a notamment battu Cleotis Pendarvis, qu'on connaît, avait affronté dirigeant dans un combat éliminatoire il y a quelques années. Brunson, lui, a affronté beaucoup de noms qu'on connaît, hein. James De La Rosa, Tony Harrison, Dennis Hogan, Caleb Plant au fil des années. Et une victoire significative contre Kermit Cintron, mais c'était en 2017. Donc, ce n'était plus le Kermit des beaux jours. Oui, c'était 10 ans trop tard. Et aussi, on va surveiller un gala qui est présenté en Ontario, Patrice Volny, qui affronte Uriel Gonzalez. Volny défend 2 titres mineurs. On a déjà vu Gonzalez contre Francis Lafrenière. Lui avait énormément donné de difficultés. Même, je pense que j'avais Gonzalez gagnant de ce combat qui avait été présenté au centre Vidéotron, je crois. Donc, à surveiller. Volny qui connaît une belle année, ascension dans les classements mondiaux. Donc, on aura l'occasion d'y revenir assurément. Qui avait battu Olonoussé, un autre ancien adversaire de Lafrenière. Et Uriel Gonzalez, on le connaît bien, il s'est aussi battu contre Steven Butler. Butler a été passé par-dessus. Il s'est aussi battu contre Munguia. Donc là encore, c'est un bel outil pour voir où est-ce que Patrice Volny est rendu dans sa progression. Mais jusqu'à maintenant, pas de problème sur le chemin de Volny. Il s'est débarrassé de tous ses adversaires, parfois par KO, parfois par des décisions où il a contrôlé la grande majorité du combat. Donc il n'y a pas eu d'accident de route pour Volny, ou même on n'a pas vu de problème de son côté, de faille dans son jeu. Donc là, Uriel Gonzalez, c'est une autre étape pour lui, et ça va être un bon moyen de voir ce qu'il fait par rapport à Butler, ce qu'il fait par rapport à Munguia, pour pouvoir voir où est-ce qu'il est rendu dans sa progression. Donc c'est ce qui fait le tour complet de l'actualité pour cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter l'application RDS ou encore rds.ca/balado-diffusion. Également l'application iHeartRadio pour tout le contenu qui vous est proposé par RDS. Donc, au nom d'Adrien Meur et de la reine de la mise en onde de Roxane Clermont, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!